Bonjour Pierre. Bonjour. Ici François Bédard de DIAC qui essaie de vulgariser, de partager sa passion pour l'identité numérique. Alors, dans le cadre de nos entrevues one-on-one avec des spécialistes de l'industrie, on fait un petit peu la couverture de ce qui se passe, de ce qui ne se passe pas, de ce qui se fait. Et dans ce cadre-là, et je pense qu'il était tout à fait approprié d'avoir une super rencontre ce matin avec Pierre Roberge, qui est à la tête du laboratoire d'identité numérique. Alors, Pierre, si tu avais à te présenter ton histoire, t'arrives d'où, puis pourquoi tu t'es joint au laboratoire, puis pourquoi tu as lancé le laboratoire? Merci beaucoup. Ah, c'est une bonne question. Euh, la réponse simple, moi, je viens de. Mes racines, c'est dans la fintech, c'est dans le paiement, dans l'innovation bancaire. Et ça fait. Je suis tombé dedans quand j'étais jeune. J'ai eu la chance de commencer là-dedans, de lancer un des premiers, une des premières passerelles de paiement par carte de crédit au Canada dans les années 90. Je faisais du paiement, on faisait du bancaire mobile sur des applications Palm Pilot, si tu te rappelles de ça, dans les Eh années boy, avec le 98, petit stylo, là. avec le stylo. Et puis, donc, je suis tombé là-dedans quand j'étais jeune. J'ai toujours été passionné de ça. Et qu'est-ce que je me suis rendu compte dans les 10 dernières années, c'est que tant qu'on n'aura pas une identité, tant qu'on n'aura pas de l'identité numérique solide, robuste, que le citoyen, que l'usager utilise, tout l'aspect de transformation numérique qu'on va faire, on va devoir tomber dans un processus qui est analogue à un moment donné, parce qu'on va avoir besoin d'une signature, parce qu'on va avoir besoin de voir la personne face à face, de voir des documents. Et puis, cette réalisation-là m'a ramené m'a amené dans l'identité numérique, de me concentrer, de mettre les deux pieds dans l'identité numérique en disant que tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, beaucoup de l'innovation qu'on est en train de faire dans la fintech, c'est marginal. On fait pas des grands sauts. On améliore des processus, on rend ça un petit peu plus rapide, un petit peu mieux, un petit peu plus facile. Mais si on veut vraiment changer l'équation, si on veut créer une expérience qui est totalement différente, il faut vraiment régler le problème de l'identité numérique. Et puis, je te dirais que depuis les 6 dernières années, j'ai les deux pieds là-dedans, puis on a besoin de le faire. Ça commence à prendre forme. Mais, Le mais au départ, Jello, tu étais un ingénieur logiciel, tu étais, un patenteux, qu'est-ce qui fait que tu es rentré dedans au début puis que tu voyais qu'il y avait quelque chose qui était à protéger ou à orchestrer ou plutôt à synchroniser? C'était quoi donc, ton background par rapport à ça pour que tu plonges dans ce secteur-là il y a plus de 6 ans? ben, j'ai un baccalauréat commerce et un baccalauréat en computer science, en informatique, je m'excuse. OK. Et donc, j'ai ces deux baccalauréats-là qui me permettent, puis je le referai aujourd'hui. Je pense que c'était, je fais partie de la génération. Là, moi, j'avais l'Internet à la maison que je prenais de l'Université McGill quand je n'étais pas encore à l'université. Et j'étais tombé là-dedans. Et j'ai toujours aimé le côté gestion de l'information et processus des affaires. Donc, c'est de là que je viens. J'ai eu la chance, je viens d'une famille d'entrepreneurs. J'aime ça travailler sur des problèmes que le livre n'a pas été écrit. Si je peux trouver le livre à la librairie, à la bibliothèque, je ne suis pas intéressé. Mets-moi dans un labyrinthe, bande-moi les yeux, puis dis Pierre-Antoine, il y a une sortie, mais trouve-la. Et C'est ce que j'aime faire, c'est ce qui me motive. Et puis, donc, c'est ce qui m'a amené. J'ai fait beaucoup dans la fintech là-dedans. J'ai fait du commerce sans contact au début des années 2000. J'ai fait de l'identité, un petit peu d'identité numérique vers le 2010. Et puis, donc, ça, c'est un petit peu le background d'où je viens. Mais je pense que si on devait le sommaire de ça, je pense que c'est la combinaison, la gestion de l'information et l'informatique, la programmation qui est amenée ensemble. Je pense qu'on peut changer la donne, on peut changer le monde et puis c'est la motivation, là, si on veut. puis donc, de là, tu t'es dit, tant qu'à aller un petit peu plus loin, puis tant qu'à organiser et tant qu'à opérationnaliser ce que peut être l'identité numérique, tu t'es dit,
il n'y a pas de lab en identité numérique au Canada. Pourquoi pas en structurer un? Fait que là, tu es, Je pense, tu es à la tête du lab, mais c'était quoi les éléments déclencheurs pour que ça se réalise? ouais, je pense que la genèse du laboratoire est un petit peu. Euh, laisse-moi la remettre laisse-moi la mettre en ordre. Oui, Je pense que j'ai eu l'opportunité de travailler en identité numérique. Ça fait peut-être 12 ans la première fois en collaboration avec la province de la Colombie-Britannique. Et euh, je pense que depuis ce temps-là, je pense que ça a évolué beaucoup. Je pense qu'on commence à se rendre compte que ce ne sera pas une solution unique. Je pense qu'on commence à ce sera pas une solution unique pour une province ou pour une géographie ou même pour une industrie. On commence à voir une séparation entre les fournisseurs de solutions qui émettent des justificatifs numériques et des solutions qui consomment le justificatif numérique. Alors, on voit qu'il y a un paquet de solutions qui sont en train paquet de solutions et d'implémentation à différents standards qui sont développés, qui sont plus adaptés à un problème, à des problèmes particuliers. Et il y a beaucoup d'avantages à l'identité numérique. La meilleure protection de la vie privée, le contrôle de l'information pour le citoyen, pour l'usager. Mais un des autres gros avantages de l'identité numérique, c'est une meilleure sécurité. Alors, si on a plusieurs solutions qui sont développées de façon indépendante, des fois sans connaître qu'est-ce que le travail des autres, cet avantage-là de sécurité peut jouer contre nous. Et si on ne fait pas un effort de conformité s'il n'y a pas un effort de conformité et d'interopérabilité, cette augmentation-là de la sécurité va créer des silos numériques. On va se retrouver avec des cartes ou des justificatifs un justificatif pour une activité, un justificatif pour une activité, puis on va totalement tuer dans l'œuf qu'est-ce que l'identité numérique pourrait être. Alors, on a établi, je viens du domaine financier, du domaine bancaire. Ce problème-là, il a été résolu. Ce problème-là d'interopérabilité, de conformité, le fait que OK. ta carte de paiement fonctionne en ville, hors de la province, à l'extérieur du pays, en ligne, en personne, ce problème-là a été réglé avec des laboratoires indépendants de conformité et d'interopérabilité. Cette recette-là, elle a été utilisée en télécom. Ton téléphone fonctionne au Québec, au Canada, à l'extérieur. Ça a été utilisé dans le domaine électrique, etc. Donc, on prend vraiment une page de c'est quoi les meilleures pratiques qui ont été appliquées dans d'autres industries OK. pour favoriser l'adoption, pour accélérer la maturité de cette industrie-là. Et la résultante de ça, c'est que, et c'est dans la vision du laboratoire, on veut favoriser l'adoption de solutions centrées sur l'usage, de solutions d'identité numérique centrées sur l'usager. Centré sur l'usager, ça veut dire que je ne me retrouverai pas avec 200 justificatifs ou un qui est juste pour une province, puis un qui est juste pour la ville où je demeure. Puis on veut que ça soit centré sur l'usager, puis l'usager demande d'avoir de contrôler son information, puis de ne pas se retrouver avec le déroulé de toutes les cartes qu'on voit Ouais, des ouais, fois ouais. dans certains films. On n'a pas de besoin de ça. Puis l'identité numérique, on n'est pas obligé de faire ça avec l'identité numérique si c'est bien fait. Ce qui est fascinant, c'est que tu es en train de dire que le laboratoire s'inscrit dans une continuité de systèmes qui vont vouloir favoriser la conformité et l'interopérabilité. Ça existe déjà dans le secteur bancaire, dans le secteur des télécoms. Maintenant, on va le rentrer avec un citoyen qui est au cœur d'eux pour assurer cette même conformité-là, cette même sécurité. Ce qui m'amène comme autre question, parce que c'est une question qui roule assez régulièrement, qui, à la fin, est responsable des données citoyennes ou des données de l'usager? Est-ce que c'est moi comme individu? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est un système? Tu sais, on va appeler ça le trust factor, là. Qui est responsable de la donnée? Parce qu'on attend souvent des services City as a Service, Mobility as a Service, Telecom as a Service, Building as a Service. On comprend que c'est un ensemble d'informations qui est généré dans lesquelles il y a un humain, il y a un usager qui est au cœur d'eux. Mais qui est responsable de l'information? Est-ce que c'est moi qui décide de partager ou pas? Ou c'est l'infrastructure technologique? Ou le gouvernement, à la fin, que ce soit municipal, provincial ou fédéral, devient le responsable? Tu sais. Comment tu vois ça dans ce genre
Puis je vais faire un lien avec le laboratoire aussi parce que je pense que le laboratoire correspond à un grand besoin de tester des choses. Puis juste tu me parles qui est associé avec le laboratoire, mais à la question qui est responsable de l'information? Je pense que il y a deux aspects à cette question-là. Euh, le premier aspect, c'est en identité numérique. Si je dis François, mon nom c'est Pierre Roberge, fais-moi confiance, on dit c'est pas suffisant. C'est pas suffisant de dire fais-moi confiance, je suis Pierre Roberge ou je suis le premier ministre du Canada. On veut avoir quelqu'un Ah ouais. qui est authoritative, qu'on peut, qui Désigner va l'autorité. désigner l'autorité pour l'information. Donc, au Canada, on a 14 émetteurs qui vont dire entre les provinces et les territoires puis le fédéral, oui, il y a un Pierre Roberge, il est né au mois de décembre, il existe, c'est un vrai Pierre Roberge. Et c'est là que j'ai hérité ou on m'a donné mon identité. J'existe parce que j'ai été enregistré dans l'État civil au Québec. Ça, c'est le premier élément. Donc, c'est vraiment, dans le concept d'identité fondamentale, l'identité citoyenne, cette information-là, cette responsabilité-là revient à l'endroit où on est né. Dans la province ou dans le territoire, si on est un immigrant, c'est avec le fédéral. Maintenant, la capacité que j'ai comme individu avec qui je veux partager cette information-là, comment je veux la partager, ça m'appartient à moi. Le gouvernement n'est pas impliqué, devrait pas besoin d'être impliqué pour dire Monsieur le gouvernement, j'aimerais ça que vous disiez à François que je m'appelle Pierre. Non, je peux te présenter un document où je peux décider de qu'est-ce que je partage avec toi, quand je le partage, de la façon dont je le partage. Donc, ça, c'est deux choses qui sont séparées. Qui peut vraiment. Il y a juste l'Université d'Ottawa qui peut dire que Pierre Roberge est un diplômé. C'est eux qui Ouais. vont dire Pierre Roberge a complété son programme, il est diplômé. Après ça, je peux partager avec mes employeurs, aux endroits que je veux, cette information-là. Je vais revenir sur le concept de je m'appelle Pierre Roberge, fais-moi confiance. Le laboratoire existe parce qu'au fur et à mesure que l'industrie de l'identité numérique devient plus mature, pour un fournisseur de services, dire ma solution, elle est conforme au cadre de confiance pan-canadien, fais-moi confiance. Bon, mais c'est peut-être OK pour une discussion, mais il y a un moment donné, au fur et à mesure que l'industrie mature, ça ne sera pas suffisant. On va vouloir qu'il y ait des acteurs indépendants, des acteurs de confiance qui vont être capables de dire oui, on a fait une évaluation de conformité de la solution et effectivement, la solution est pleinement conforme ou elle est partiellement conforme. Et c'est là que le rôle du laboratoire, donc, c'est de jouer ce rôle-là. Le laboratoire ne fait pas de la recherche académique ou n'avance pas l'état de l'art. Ça, c'est l'industrie qui fait ça. Le laboratoire n'écrit pas la gouvernance, n'est pas un législateur. On a d'autres organisations qui font ça. Mais le laboratoire, en tant que partie neutre, en tant qu'organisation de confiance, va être capable d'appuyer un fournisseur ou même une ville ou un consommateur de services, de dire, moi, je vais avoir des solutions qui ont été évaluées. De la même façon que notre équipement électrique, nos bidules électriques, souvent, il y a une marque UL Ouais. dessus, Underwriter Lab. Underwriter Lab fait exactement ce mandat-là. Donc, ils ne font pas la recherche académique, ils ne sont pas le législateur, mais c'est un laboratoire. Si moi, je suis un manufacturier d'équipements électriques et je veux le vendre, je dois aller certifier cet équipement-là pour m'assurer que ça ne cause pas des problèmes dans l'environnement immédiat ou même que ça ne pollue pas la grille électrique en envoyant de l'information ou qu'une pollution de la grille électrique. Donc, le laboratoire, quand je disais plus tôt, tantôt, qu'on a pris une page de d'autres industries, de la télécom, du paiement, électronique, c'est ça que je voulais dire. Et puis, je pense qu'on peut se rendre compte que ça a bien fonctionné là-bas. Puis, on va avoir. Je pense que le problème est plus difficile en identité numérique parce qu'on a plus. Je pense qu'il y a plus il y a plus de parties, il y a plus de blocs légaux. Mais tant qu'on n'a pas
la raison pourquoi j'aime ce background-là, c'est que je pense que ça. Là, je comprends pourquoi tu as mis ton background et je pense que c'est tout à fait justifié. Puis c'est le bloc Lego, si on peut avoir un standard, si on n'a pas, Ouais. si on n'a pas évalué l'implémentation du standard, la conformité de l'implémentation, ben ça ne se place pas comme ça. Et puis, j'ai une image d'une de mes présentations où je monte un ruban mesuré de la même compagnie, un ruban mesuré qui est la mesure impériale, puis la marque du 2 pouces n'est pas à la même place. Si moi puis toi, on construit une maison ensemble puis que la marque du 2 pouces n'est pas à la Ouais. même place, là, ça ne fait pas une maison solide. Puis on parle du même manufacturier, puis on parle d'un standard qui a ça doit avoir des centaines d'années, la mesure impériale. Quelque chose même simple comme ça, on a des problèmes d'implémentation. Alors, l'identité numérique, c'est important d'avoir des buildings qui se tiennent puis qui ne tombent pas au premier coup de vent, mais ça va être important pour assurer pour s'assurer que les entreprises adoptent puis que les consommateurs, les citoyens utilisent, qu'on ait quelque chose de solide qui tienne puis qui ne va pas tomber au premier coup de vent. Puis comme tu disais, je pense que ça doit s'inscrire dans un écosystème de confiance. Et je pense que c'est ça que DIAC est capable d'amener autour de la table avec le PCTF, comme une espèce d'écosystème de confiance, un framework de confiance, le Pan Canadian Trust Framework, pour employer l'expression anglophone qui est associée à ça. Fait que je pense que ça fait du sens. Mais c'est vraiment fascinant. Puis, dans les premiers partenaires qui se sont commis dans le laboratoire, on parle de quelle organisation qui ont dit oui, Pierre, on va aller jouer dans ce carré de sable-là pour essayer de comprendre, essayer de tester, puis essayer d'opérationnaliser. On parle de qui s'est déjà joint dans le laboratoire pour l'instant? Le laboratoire est ouvert. Notre identité numérique, quand je me fais donner un justificatif du gouvernement, c'est pas juste pour le gouvernement, on l'utilise dans la vie de tous les jours. Mon permis de conduire qui m'a été émis pour démontrer que j'ai le droit de conduire, mais je suis capable de l'utiliser pour démontrer que je suis un citoyen d'une ville X ou que j'ai plus que 18 ans, etc. Donc, le laboratoire s'inscrit dans cette même idée-là. Donc, on a des partenaires du privé, des partenaires du public. Le DIAC a été un partenaire. Le DIAC et INSECEM. INSECEM étant le Cyber Security Cluster. La grappe de la cybersécurité. La grappe de la cybersécurité au Canada, je m'excuse. Ça va. Et DIAC. Ont été les deux premières organisations qui ont endossé le laboratoire. Mais je ne te cacherai pas que ça a été excessivement vite. Je pense qu'on était au bon temps, au bon moment. On a rallié le support de joueurs du privé. On a rallié le support de joueurs gouvernementaux qui, je pense, que tout le monde reconnaît. L'identité numérique aujourd'hui, là, le jello a commencé à prendre forme. Il ne faut pas trop le brasser parce que ça va voler un petit peu partout, mais ça commence à prendre forme. Et puis l'identité numérique au sens large, pas l'identité fondamentale, mais l'identité numérique au sens large, le fait que l'identité citoyenne, l'identité d'un employé, d'une organisation ou d'un objet connecté, mais c'est pas juste c'est pas juste la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement peut dire que je m'appelle Pierre Roberge, que je suis né. Le gouvernement ne peut pas dire c'est quoi ma cote de crédit, ne peut pas dire que je suis un bon payeur, ne peut pas dire que je suis le propriétaire de ma maison. On a besoin, il va y avoir des solutions qui vont être orientées pour des émetteurs de confiance qui ne seront pas des gouvernements. Mais tout ça, c'est un écosystème, ça vient ensemble. Puis on a été capable de rallier ce support-là rapidement au laboratoire qui, je pense, dénote le besoin, qui dénote je pense que l'identité numérique est en train de prendre place au Canada. On voit des déploiements à grande échelle au niveau commercial. On voit des provinces qui disent, nous, on va donner l'identité numérique à tous nos citoyens dès 2021. Donc, on voit des grands changements au niveau public, au niveau privé. Et puis maintenant, on doit s'assurer que ça fonctionne ensemble parce que si, en tant que Québécois, si mon identité numérique, si je ne suis pas capable de l'utiliser pour aller à l'aéroport de Toronto dans la section Secure pour m'identifier, puis après ça embarquer dans un avion qui est probablement une compagnie fédérale, si je ne suis pas capable de faire toutes ces étapes-là, ce justificatif-là, il n'est pas utile. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va rester à la maison et puis c'est pas ça qu'on veut.
Et si tu avais à nous identifier et à comparer des marchés, juste d'un point de vue macro, là, est-ce que le Canada est en avance versus les États-Unis? Est-ce que l'Europe est en avance sur le Canada? Si on avait juste à mapper ces trois secteurs-là, j'oublie l'Asie parce que au niveau de densité, c'est un autre truc. Là. Juste pour essayer de comparer des pommes avec des pommes entre l'Europe, le Canada et les États-Unis, en termes de marché, parce qu'il y a aussi des juridictions spécifiques à chacun. Là. Quand je parle de l'Europe, l'Union européenne, le Canada, est-ce qu'on est en avance? On est-tu followers? On est-tu challengers? On est où dans cette espèce de boule de cristal-là? Selon toi, qu'est-ce que tu as Euh, vu à ce jour-là? oui, oui. L'Europe et le Canada, je pense, sont en avance sur les États-Unis. Je pense qu'au Canada, le Canada, de par son histoire, on n'a pas le choix de collaborer en province, entre compétiteurs pour être capable de. C'est intéressant. Comment tu fais pour mettre un chemin de fer, un rail de chemin de fer d'un océan à un autre si on coopère pas? On est 30 millions de personnes, deuxième plus grand pays au monde. On est habitué de coopérer. Et puis ça, je pense qu'on l'a démontré à plusieurs reprises. On l'a démontré au niveau des trains, la télécom, etc., etc., même bancaire. Donc, je pense qu'on est habitué de collaborer. Je pense que la racine de l'identité numérique, de l'effort la racine de l'effort de l'identité numérique au Canada, je pense que c'est vraiment dans l'optique d'améliorer les services d'améliorer les services. Et puis, ça peut être des services en ligne. De plus en plus, on se tourne vers des services qui peuvent être face à face, mais avec un support électronique. Alors que l'Europe, regarde, tu prends l'auto, tu peux être dans l'auto pour une heure et demie, puis tu es dans un pays différent. La fondation de l'identité numérique en Europe est beaucoup plus portée sur le mouvement citoyen qu'on dit, bon, ben, si tu es un citoyen de tel pays, tu as le droit d'entrer dans un autre pays. OK. Donc, c'est vraiment au niveau du mouvement des personnes, du free movement, des personnes d'un pays à un autre. C'est là que ça vient. C'est ça la fondation. Alors que je dirais au Canada, c'est beaucoup plus une fonction de service. OK. Et puis aux États-Unis, bon, ben, tous les États, c'est très difficile, c'est très fragmenté, pas habitué de travailler ensemble, ou pas la même. Est capable de travailler ensemble, mais je pense qu'il n'a pas le 100 ans de pratique qu'on a au Canada et n'a pas non plus le même. Je veux dire, en Europe, comme je disais, tu prends l'auto, tu conduis 2 heures, tu es dans un pays différent, tu l'as dans le visage à tous les jours, tu l'as dans le visage Faut que tu fréquemment. passes une Euh, frontière, comme on dit. oui, il y a une frontière, il y a plein de frontières, puis c'est une réalité qui est quotidienne, qui est quotidienne. Tous ces facteurs-là n'existent pas aux États-Unis, puis je pense que c'est peut-être, puis je ne suis pas un spécialiste de questions, là, mais je pense que ça pourrait expliquer certaines des dynamiques qu'on voit. Et on le voit au niveau, de l'identité numérique, on le voit au niveau bancaire, on le voit, il y a plusieurs, on le voit à plusieurs niveaux. Donc, Puis je pense que voici dans le la dosage, prédiction de je Pierre. pense que dans le dosage, corrige-moi si je me trompe, l'Amérique, c'est le GAFA, là, c'est les grands joueurs technologiques qui décident d'être peut-être plus proactifs, tandis qu'au Canada et en Europe, les gouvernements décident de mettre des règles en place, et à la limite même des amendes si ce n'est pas respecté avec du GDPR. Puis là, ça peut ouvrir la voie au projet de loi 64 ici au Québec, entre autres. Mais tu sais, c'est toujours le dosage entre public versus privé, puis comment on s'organise par rapport à ça. Mais il y a aussi une notion sur laquelle je veux qu'on ait une discussion, c'est un objet connecté, est-ce que d'après toi, est capable de générer une identité? Puis si tu avais une vision par rapport à ça, parce que si on avait à parler d'un carré de sable qui s'appelle les municipalités, qui sont dans le fond des gouvernements de proximité, et qu'une ville, par défaut, une municipalité, est un ensemble de services citoyens, puis on peut penser aux lampadaires, on peut penser au trafic, on peut penser aux bâtiments, on peut penser aux senseurs de température, tu sais. Mais cette information-là, est-ce que ça génère une identité? Puis si tu avais une vision par rapport à ça, parce que ce qui me fascine de ce carré de sable-là, c'est l'interaction entre l'humain dans un espace versus des objets. Ces objets-là peuvent être en lien. Tout le monde a un téléphone cellulaire dans culotte, comme je dis souvent. Mais c'est quoi la vision par rapport à ça? Est-ce que nos villes peuvent être meilleures? Est-ce que nos municipalités peuvent être plus proactives par rapport à ça? Donc, la question est, est-ce qu'un objet connecté qui génère une identité est de plus en plus pertinent? C'est quoi ta vision par rapport à ça?
Je vais reprendre deux concepts que tu as pris. Tu as parlé de l'humain puis tu as parlé de l'objet. La vision, là, mais si on met cette vision-là sur des dizaines d'années, un humanoïde, je crois sincèrement que le robot du futur, l'humanoïde du futur, va avoir un passeport quand il va traverser d'un pays à un autre. On va vouloir savoir est-ce que c'est un humanoïde qu'on peut faire confiance. On va vouloir savoir ses capacités, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Est-ce que c'est un espion? Est-ce que c'est qui, c'est quoi, puis pourquoi il existe? Donc, pour toutes ces raisons-là, je crois vraiment, ma vision ou ma prédiction, je devrais dire, c'est que les humanoïdes du futur vont avoir des passeports. Donc, si on ramène ça à aujourd'hui, je pense que les mêmes concepts s'appliquent. Une ville qui a une municipalité, une ville, un building qui a des objets connectés va vouloir être capable d'identifier ces sensors-là qui existent. Est-ce que c'est un sensor qui m'appartient? C'est pas autant qui m'appartient. Est-ce que c'est un sensor de confiance? Est-ce que je suis capable de dire que l'information qui m'a été donnée, elle n'a pas été modifiée? Est-ce que je suis capable de dire que l'information qui m'a été donnée vient juste d'être produite ou est-ce que ça a été répété? Est-ce que c'est une attaque? Est-ce qu'on fait juste répéter un message qui a été envoyé avant? Est-ce que il y a plusieurs aspects qui font que on va vouloir être capable d'identifier ces objets-là. Puis la raison qu'on veut être capable d'identifier ces objets-là, c'est que notre réalité aujourd'hui, c'est que nos organisations, nos infrastructures, nos municipalités sont attaquées de façon de plus en plus régulière. Et il y a un concept qui est en train d'être développé, pas un concept, mais une philosophie ou des stratégies qui sont en train d'être développées qui s'appelle la cyber-résilience. Alors, on connaît la cybersécurité. La cybersécurité, c'est qu'on met des murs et on se protège. La cyber-résilience dit, sous attaque, on est capable de continuer à opérer. Donc, on ne dit pas, je suis en attaque, on ferme tout, on ferme les switches, on ferme les ordinateurs, tout est fermé. Je peux pas arrêter de fournir de l'électricité parce que je suis sous une attaque informatique de mon power grid. Si le conseil d'administration de la ville est sous attaque, on peut pas juste fermer le conseil d'administration et dire qu'il n'y a plus de décision qui se prennent tant qu'il y aura plus d'attaque. Le concept de cyber-résilience et les stratégies de cyber-résilience, c'est vraiment de comment on continue à opérer, même sous attaque, en ayant des contrôles qui nous disent, ouais, ben, est-ce que cette information-là, je suis capable de la faire confiance? C'est quoi les décisions? C'est quoi les systèmes que je peux continuer d'utiliser ou que je devrais utiliser différemment? Et pour ça, ben, l'identité numérique, c'est super important parce que si on ne sait pas à qui on fait affaire, l'objet, l'entreprise, le système, que notre communication soit encryptée, que notre conversation soit opaque, que personne ne peut voir. Si je ne sais pas c'est qui est l'autre côté, c'est pas super utile parce que c'est la mascarade parfaite pour un intrus qui va dire, bon, ben, on va aller dans une salle, on va fermer la lumière, puis je vais prétendre que je suis François, puis je vais te donner de la fausse information. Et ce qui me fascine là-dessus, là, parce que tu as mis deux mots ensemble qu'on voyait souvent, mais c'est la première fois que je l'entends ensemble, la fameuse cyber-résilience. Il y a comme aussi une grande attente entre les citoyens, individus, parents, payeurs de taxes, enfants, qui fait que on s'attend à une forme d'imputabilité de ce qui est offert, ne serait-ce avoir un autobus à l'heure sur un coin de rue, avoir un métro à l'heure, se commander un colis puis qui arrive selon un système à temps. Fait que, il y a comme une espèce d'attente à ce que ces services-là fonctionnent. La pandémie, tristement, a accéléré le besoin, mais peut-être que les systèmes n'étaient pas assez là. Et là, maintenant, il y a une pression sur nos responsables, nos élus, nos gestionnaires, nos gouvernements. Ce n'est pas juste au Québec, ce n'est pas juste à Montréal, c'est partout sur la planète. On est-tu capable de faire face à cette demande-là? Est-ce que nos élus sont capables de comprendre l'imputabilité qui vient à ça? Puis je peux croire que c'est une grande question aussi, mais j'ai envie aussi de donner une notion d'espoir. Puis si tu avais à exprimer ton grand désir pour cette industrie-là, pour qu'elle se cristallise de plus en plus, ce serait quoi? Entre la responsabilité du gouvernement, le citoyen, puis ultimement, le grand désir que tu aimerais exprimer pour cette industrie-là afin de s'organiser à continuer à
à livrer la promesse qu'on peut vivre dans une société de services, puis qu'il y a un ensemble de technologies, puis ultimement, on est capable de passer à travers. Tu sais. C'est une grosse question. Je pense que le citoyen s'attend à ce que nos municipalités, à ce que nos gouvernements, puis les différents niveaux soient capables de continuer à fournir des services, même sous attaque, même sous un COVID-19. On est prêt à certains changements. On est capable de comprendre qu'il y a certains changements qui pourraient être nécessaires, mais on n'a pas fermé les hôpitaux quand le COVID-19 est arrivé en disant ben on peut pas vous traiter. Euh, la citation que j'aime beaucoup, puis c'est une citation qui parlait de Facebook puis de la gestion de la vie privée. Facebook qui disait c'est difficile de faire la gestion de la vie privée, c'est pour ça qu'on a de la misère. Mais c'est difficile, c'est difficile de faire voler des avions, puis ça ne nous a pas empêché de développer la technologie, de développer la législation, de développer les tests pour s'assurer qu'on ait des avions qui soient sécuritaires puis qu'on les utilise. Oui, c'est difficile, mais le citoyen le demande puis il y a un besoin de ça. Donc je pense que le citoyen s'attend à ça. Si je pense au futur, puis qu'est-ce que je veux laisser ou qu'est-ce que je veux laisser à mon fils, euh, euh, le modèle de l'Internet aujourd'hui, j'ai parlé que je suis tombé dans l'Internet quand j'étais jeune. Ouais. Le modèle de l'Internet aujourd'hui, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et puis, je pense qu'on doit redonner le contrôle de l'information, le contrôle du partage de l'information. Qu'est-ce qu'on veut partager? Qu'est-ce qu'on ne veut pas partager? On doit le redonner aux citoyens, on doit le redonner à nos enfants. Je crois qu'on doit responsabiliser les entreprises. Puis la loi 64 au Québec, je pense, va faire ça. C'est un bon début, je pense, oui. Québec était une des premières juridictions, il y a 25 ans, à établir des lois sur la protection de la vie privée. Ça, je ne le savais pas. Ben, tu me l'apprends, je trouve ça intéressant. C'était un des premiers, c'était là 25 ans. Bon, comme toute chose, il faut se renouveler. Donc, je pense que Québec, puis il y a beaucoup d'autres endroits aussi, là, commencent à reconnaître que data is the new oil. Ouais. Si data is the new oil, ça veut dire que toi et moi, on est une commodité puis qu'on peut juste être passé dans le blender. C'est pas ça qu'on veut. On veut redonner le contrôle aux citoyens. On veut donner, je veux être capable d'enlever, je veux être capable de dire, je t'ai donné permission, je reprends la permission, je ne veux plus que tu utilises mon information. Parce que si on n'a pas ça, je pense qu'on va se retrouver dans certains films de science-fiction où ce que nos citoyens sont juste des machines à un système de plus grand ordre où tu es juste là pour faire tourner des boulons. Et puis, tant qu'à y être, pour conclure, je pense que je partage la même intention. Moi, j'ai 3 enfants. Puis, fondamentalement, il y en a 2 qui peuvent voter, puis le troisième pas encore, mais il regarde ses sœurs, puis il se dit comment je vais m'illustrer là-dedans. Puis, ce qui est fascinant dans la fenêtre, on est en 2020, demain on va être en 21, après c'est 22, 23, 24, 25. Il y a aussi pour plusieurs cette espèce le grand projet fédérateur va aussi servir à de plus en plus à générer de l'acceptabilité sociale sur des projets. T'sais. Parce que je pense que dans la décision finale de n'importe quel service, que ce soit fédéral, provincial, municipal, le citoyen va être de plus en plus mis à contribution dans cet univers-là. Peut-être que son véhicule avec lui, ça va être son identité, pour être capable de l'opérationnaliser, ne serait-ce que son humanoïde qui va aller le représenter dans un budget participatif ou des choses comme ça. Ce qui est fascinant, c'est qu'il faut que le citoyen comprenne, puis l'humain comprenne sa contribution, autre qu'être un produit si c'est gratuit, parce que ce qui est fascinant, on paye des services, on paye des impôts, on s'attend à avoir une contrepartie qui revient par rapport à ça. Puis je pense qu'on est capable de réorganiser cette espèce de conversation-là en amenant des preuves qu'on est capable de tous travailler ensemble. Puis ton image de Lego, à mon avis, c'est exactement l'image de la métaphore. C'est que si on met les objets au bon endroit, soit qu'on crée un véhicule, une maison, une société, une ville, il y a un territoire intelligent. Tu peux faire ce que tu veux avec ça. On peut faire ce qu'on veut, puis l'image, à mon avis, elle est parfaite pour ça. Puis si on est capable de cadrer ça au bénéfice de tous,
je pense que c'est notre rôle, c'est le rôle de DIAC, c'est le rôle du laboratoire. Puis j'ai envie de te dire, je vais te laisser là-dessus parce que je pense que c'est exactement ce genre de débat-là, de conversation qui fait que si les gens avaient des questions, il y a des standards qui existent, il y a des écosystèmes qui existent. Le laboratoire, à mon avis, va servir de preuve à l'imputabilité de service parce que ce n'est pas qu'un seul morceau. Mais je pense qu'il y a un énorme job de vulgarisation, d'éducation puis de communication. Puis je pense que notre mandat par rapport à ça, autant DIAC, autant le laboratoire, c'est notre job, c'est de soulever les questions, même si on connaît les réponses, mais pas mettre simplement les solutions gratuites disponibles, parce que je pense que ça demande un effort de comprendre ce qui se passe, mais avoir aussi de la perspective de ces services-là. Parce qu'une identité, c'est de l'information. Cette information-là, on la monnaie comment? Mais je pense qu'à terme, on est capable peut-être de créer une meilleure société et des meilleurs services à travers des véhicules qui s'appellent l'identité et les informations qui est générées à ça, combiné aussi aux objets connectés parce que c'est ce carré de sable-là. Parce que AI pour AI, Montréal fait beaucoup de trucs au niveau d'intelligence artificielle, mais le challenge, c'est l'industrie a toujours voulu chercher la donnée qui était disponible pour appliquer du AI. Tu sais. Puis là, on parle des fois j'entends des expressions du style de la gouvernance algorithmique, puis qu'on s'en va vers l'automatisation de services. D'accord, mais souvent, le AI était une solution à la recherche d'un problème. C'était quoi le problème? Mais si la donnée n'était pas accessible, comment est-ce qu'on peut l'appliquer puis redéfinir des nouveaux services? Fait que c'est sciences sociales, anthropologiques, business, techno, puis comment une municipalité, comment une province peut être résiliente. Puis je pense que j'ai envie de conclure là-dessus, tu sais, c'est de comprendre la cyber-résilience. Puis je pense que le laboratoire a un grand avenir, mais je pense qu'il ne faut pas sauter d'étape. Je pense que ça serait gratuit de dire que c'est simple. Ce n'est pas simple. Il y a un processus qui vient avec. Il faut être patient, puis de comprendre, puis de générer les bonnes questions. Puis là-dessus, je pense qu'on est capable d'avoir, d'un point de vue industriel, les meilleures solutions. Mais il ne faut pas sauter d'étape, puis il ne faut pas démontrer que c'est simple. Mais des fois, dans une pandémie ou dans une crise comme on vit, là, les gens sont tellement à la recherche de solutions qu'ils oublient de penser. Mais je pense qu'il faut aussi donner le temps de penser un petit peu avant de mettre les solutions pour comprendre les impacts. Parce que ce n'est pas juste court terme, c'est court, moyen et long terme. Pierre, c'est très agréable d'avoir cette conversation-là ce matin. Et longue vie au laboratoire, puis on va sûrement se croiser très, très, très bientôt. Absolument. Merci à Merci, bonne toi. journée. Salut. Bye bye.